bienvenue dans Ni vu ni connu. Je m'appelle Rina. Si tu as écouté le premier épisode, tu sais déjà ce qu'on fait ici. On ne raconte pas d'histoire glauque avec de la musique stressante. On décortique. On regarde ce que les autres n'ont pas regardé. Et on pose les questions que les médias habituels ne posent pas. Si c'est ton premier épisode, bienvenue. Tu vas vite comprendre. Aujourd'hui, je vais te parler d'une phrase. 4 mots, écrits en lettres de sang sur la porte d'une cave. Omar m'a tué. Cette phrase a condamné un homme. Elle est entrée dans la culture populaire française et elle est devenue le symbole de quelque chose. Mais de quoi exactement ? C'est la question. Et surtout, qui l'a écrite ? C'est la question centrale de cet épisode. Ce que je veux faire ici, comme toujours, c'est examiner les faits, poser les questions et te laisser te faire ton propre avis. Allez, on y va. On est le 24 juin 1991. Mougins, Alpes-Maritimes, dans les hauteurs de la Côte d'Azur. Erika, une amie de Ghislaine Marchal, arrive à la Villa La Chamade, vers 11h30 pour déjeuner. Elle sonne, personne ne répond. Elle appelle, rien. Elle alerte donc les gendarmes. Quand ils entrent dans la villa, ils descendent vers le sous-sol. Et là, dans la cave, ils trouvent Ghislaine Marchal, 65 ans, baignant dans son sang, morte de plusieurs coups de couteau. Mais c'est pas la découverte du corps qui va orienter l'enquête. C'est ce qu'il y a sur la porte. Des lettres tracées avec le sang de la victime. Omar m'a tué. Et sur une deuxième porte, inachevé, Omar m'a. La première question qui se pose immédiatement, c'est qui a écrit ces mots ? Omar Radad, le jardinier de Ghislaine Marchal, sera arrêté 4 jours plus tard. Il est illettré, et c'est important de le signaler. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Alors qui a tracé ces inscriptions ? 2 lectures sont possibles. Et je veux les poser clairement dès maintenant. Parce que toute cette affaire tourne autour de cette question. La première lecture, celle de l'accusation, c'est Ghislaine Marchal elle-même qui aurait tracé les lettres dans un dernier instant, avec son propre sang pour désigner son agresseur. L'expertise graphologique de 1991 lui attribue ces inscriptions. C'est cette version qui a fondé la condamnation. Dans ce cas, l'illettrisme d'Omar ne pose aucun problème. C'est la victime qui écrit, pas lui. La deuxième lecture, quant à elle, celle de la défense, quelqu'un d'autre aurait tracé ces mots avec le sang de la victime. Donc l'agresseur lui-même, pour désigner un innocent. Et dans ce cas, l'illettrisme d'Omar devient un argument implacable. Pourquoi un homme qui ne sait pas écrire se désignerait lui-même par son prénom ? Ces 2 lectures coexistent depuis 1991. Aucune n'a fait l'objet d'une certitude scientifique absolue. Et c'est précisément là que tout se joue. Omar Radad est arrêté le 27 juin 1991. Il a 28 ans, il est marocain et il parle à peine français. Il est arrivé en France en 1985 en ne parlant que le berbère. Il est décrit par tous ceux qui le connaissent comme un homme doux, discret et sérieux dans son travail. De plus, il nie les faits depuis le premier jour. En 2026, Omar a 62 ans. Il vit au Maroc et sa condamnation est toujours en vigueur. La question de qui a écrit ces lettres de sang n'a toujours pas reçu de réponse incontestable. Pour comprendre cette affaire, il faut comprendre les 2 protagonistes. Pas le suspect médiatique et la riche victime, les 2 êtres humains. Ghislaine Marchal, née de Ranchi, est la fille d'un résistant mort en déportation. C'est la femme d'un industriel, Jean-Pierre Marchal, qui, après sa mort, lui lègue une fortune confortable. Elle partage sa vie entre une résidence en Suisse et sa villa La Chamade, sur les hauteurs de Mougins. C'est une femme cultivée, entourée d'amis et habituée d'un certain milieu.
Omar, quant à lui, est né en 1962 dans le nord du Maroc. Il est arrivé en France en 85, sans parler le français, sans réseau et sans qualification. Il apprend peu à peu la langue et trouve du travail comme jardinier, notamment chez Ghislaine Marchal, où il travaille depuis 3 ans au moment des faits. Ces 2 mondes. Une villa, dimanche de juin 1991. Voilà ce qu'on sait de ce dimanche. À 11h50, Ghislaine Marchal termine un appel avec son amie Erika, où elle lui dit qu'elle vient de se doucher, qu'elle est pressée et qu'elle doit aller déjeuner avec des amis à 13h. Le lendemain matin, elle sera retrouvée morte. Omar, lui, travaillait ce dimanche chez Francine, une voisine qui habite à 800 mètres de la villa. Après avoir fini sa journée, il rentre chez lui. Un mobile est avancé par l'accusation lors du procès. Une dette entre les deux. La défense a contesté ce mobile tout au long de la procédure, en faisant valoir qu'aucun document ni témoignage ne viennent étayer cette théorie. Et surtout, il y a un autre élément, presque jamais mentionné dans les récits grand public, c'est celui du médecin légiste consulté par la défense, le docteur Jean Pagliusa, qui a examiné les blessures de la victime. Selon ses conclusions, l'agresseur était probablement gaucher. Les coupes suivaient une trajectoire très caractéristique d'un assaillant gaucher. Or, Omar est droitier. Cet élément a été présenté par la défense, mais n'a pas convaincu le jury. Il y a également un élément que la journaliste d'investigation Ève Livet a révélé dans son enquête après avoir obtenu l'accès au dossier d'instruction, et elle le documente très bien dans son livre « L'affaire Omar, mensonge et vérité ». Les procès-verbaux du transport sur les lieux décrivent toutes les pièces du sous-sol de la villa, sauf une, la cave à vin. Et les avocats, les juges et Omar Haddad lui-même, personne ne se souvient d'y être entré lors de l'enquête. Alors, pourquoi est-ce que c'est significatif ? Parce que les procès-verbaux font état d'un maçon qui a été interrogé par les gendarmes en août 91, où il déclare qu'il a travaillé dans cette cave en 1989 pour créer des aérations et en 1990 pour ouvrir des fenêtres qui ont été bouchées lors de sa première intervention. La question qui se pose, c'est est-ce que cette pièce non visitée et non documentée lors de l'enquête aurait pu receler des éléments pertinents pour comprendre comment le crime s'est déroulé. Le 24 janvier 1994, à la cour d'assises des Alpes-Maritimes à Nice, la salle est pleine. L'affaire est devenue un événement médiatique national. Omar m'a tué. Ça a déjà quitté le cadre judiciaire pour entrer dans la culture populaire. Omar est défendu par maître Jacques Vergès, l'un des avocats les plus connus de France. Sa stratégie, c'est la contestation des preuves et le doute raisonnable. Voilà ce que l'accusation présente au jury. L'élément central, ce sont les inscriptions en lettres de sang. L'expertise graphologique de 91 les attribue à la main de Ghislaine Marchal. Elle les aurait tracées dans ses derniers instants pour désigner son agresseur. Et c'est la pièce maîtresse de l'accusation. Pas de témoins directs, pas d'armes retrouvées. Les techniques ADN disponibles en 94 ne permettent pas les analyses qui viendront 28 ans plus tard. L'accusation avance le mobile d'une dette que la défense conteste. Ensuite, voici ce que la défense oppose. Sur les inscriptions, si c'est bien Ghislaine qui les a tracées, elle désigne Omar. Mais la défense soulève l'autre lecture. Et si quelqu'un d'autre avait tracé ces mots avec le sang de la victime ? Et dans ce cas, l'illettrisme d'Omar devient un argument déterminant pour sa culpabilité. Sur le mobile, la défense conteste la thèse, faute de preuves documentées. Ensuite, concernant la latéralité, selon le docteur Pagliusa, l'agresseur était probablement gaucher. Omar est droitier.
Mais cet argument ne convainc pas le jury. Pour la Libye, Omar travaillait chez une voisine. La défense estime que cet élément mérite davantage de poids. Mais l'accusation maintient que la fenêtre de temps laisse la possibilité d'un aller-retour. Le 2 février 1994, le verdict tombe. Coupable avec circonstances atténuantes. 18 ans de réclusion criminelle. Un point procédural important. En 1994, le système des assises françaises ne prévoit pas encore le droit d'appel en matière criminelle. C'est en 2001 que cette possibilité sera introduite dans le droit français. Omar est condamné sous ce régime sans possibilité de faire réexaminer le verdict par une juridiction supérieure. Puis, le 10 mai 1996, Jacques Chirac accorde une grâce partielle à Omar Haddad. Et je vais être précise sur ce que ça signifie juridiquement, parce que la confusion sur ce point est très répandue. En droit français, une grâce présidentielle met fin à l'exécution d'une peine. Elle ne touche pas à la condamnation elle-même. Et elle ne constitue pas une reconnaissance d'innocence. Omar sort de prison le 4 septembre 1998, après 7 ans d'incarcération. Mais aux yeux de la loi française, il reste condamné pour le meurtre de Ghislaine. Cette grâce est accordée à la demande personnelle du roi Hassan II du Maroc. C'est une démarche diplomatique entre deux chefs d'État, et les motivations précises de cette décision n'ont jamais été rendues publiques. Ce qui est établi, c'est la situation concrète dans laquelle Omar se retrouve. Il est libre depuis 1998, mais avec une condamnation pour meurtre en vigueur. Et c'est important de le dire clairement. Omar ne voulait pas de cette grâce. Il voulait la révision. Il voulait être déclaré innocent par la justice. La grâce lui donne la liberté, mais pas ce qu'il recherche. 2019, 28 ans après les faits, un expert privé en analyse génétique, qui a été mandaté par la défense, procède à l'analyse des inscriptions au sang, avec des techniques forensiques disponibles aujourd'hui. Ces conclusions rapportent qu'il y aurait 30 traces d'ADN masculin complet dans le tracé des lettres. Et ces traces n'appartiendraient pas à Omar. 30 traces d'un profil masculin inconnu, dans les lettres elles-mêmes. Ce résultat rouvre directement la question posée en introduction. Qui a tracé ces inscriptions ? Si c'est Ghislaine, comment expliquer la présence de cet ADN dans le tracé des lettres ? Si c'est quelqu'un d'autre qui les a tracées, ces traces pourraient correspondre à cet auteur inconnu. Elles ne le prouvent pas, mais elles ouvrent un doute raisonnable que l'analyse de 91 ne pouvait pas émettre. C'est sur la base de ce rapport que la défense dépose en juin 2021 une seconde requête de révision. En décembre 2021, la commission d'instruction accepte d'ouvrir un complément d'information. Mais en 2022, elle rend sa décision et la requête est déclarée irrecevable. Le motif, l'ADN trouvé dans les inscriptions, ne peut être daté. Il est donc impossible de certifier que ces traces étaient présentes en 91 ou qu'elles aient été déposées ultérieurement par contamination ou lors des analyses. Maître Sylvie Noakovic, l'avocate d'Omar, déclare à l'issue de cette audience, et je cite, « L'affaire Omar Haddad a été l'une des plus grandes erreurs judiciaires du XXe siècle. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes erreurs du XXIe siècle. » Elle soulève un point de droit important. La loi de révision de 2014 prévoit qu'un simple doute suffit pour ouvrir une révision. Et c'est sur ce fondement que la défense estime sa requête recevable. La commission a considéré que le critère du doute n'était pas atteint en l'absence de datation possible. Voilà ce que je veux partager maintenant. Mon regard. Pas de conclusion, pas de vérité établie.
Des questions que cette affaire soulève et qui méritent d'être posées clairement. Premièrement, la question centrale n'a pas eu de réponse définitive. Qui a tracé l'inscription Omar m'a tué ? On ne sait pas. L'expertise de 1991 les attribue à Ghislaine. Le rapport ADN de 2019 les attribue à un profil masculin inconnu. Ces deux éléments se contradisent pas forcément, mais ils s'emboîtent pas logiquement non plus. Deuxièmement, le profil de l'accusé et la question des inégalités de défense. Omar, en 1991, cumule plusieurs caractéristiques. C'est un étranger, il est illettré, sans réseau, sans maîtrise de la langue française. Autant d'éléments qui rendent l'exercice des droits de la défense plus difficile. C'est pas une affirmation sur le comportement de tel ou tel acteur de cette procédure. C'est un constat. Les inégalités d'accès à la défense existent dans le système judiciaire. La question que je pose, et malheureusement sans pouvoir y répondre, c'est: est-ce que ces inégalités ont pesé dans le déroulement de cette procédure ? Troisièmement, la grâce et ses effets concrets. La grâce présidentielle de 1996 a mis fin à l'exécution de la peine. Concrètement, elle lui a pas rendu son honneur au sens juridique. C'est un homme libre depuis 1998, mais officiellement, il reste condamné. Et c'est ce vide que la défense cherche à combler par la voie de la révision. Et enfin, quatrièmement, le rejet de 2022 et la loi de la révision. La loi de 2014 a abaissé le seuil d'exigence de la révision. Le simple doute est suffisant. La défense s'est donc appuyée sur ce texte. Seulement, la commission a rejeté la requête au motif de la non-databilité de l'ADN. C'est techniquement recevable, mais la défense conteste son interprétation au regard de la loi de 2014. Ici, deux lectures de la même loi s'affrontent. Et j'ai pas la compétence pour trancher ce débat. Ce que je peux faire, c'est le poser clairement, parce qu'il mérite qu'il y ait un débat. Omar, un jardinier marocain, condamné à 18 ans de réclusion criminelle en 1994. Libéré en 1998 après une grâce présidentielle. Et toujours officiellement condamné pour le meurtre de Ghislaine. Deux personnes dont le destin se sont croisés un dimanche de juin 1991. Et une question qui reste ouverte. Qui a écrit ces mots ? Maître Novakovic n'a pas abandonné Omar. Elle a annoncé qu'elle n'en restera pas là. Et elle a bien continué. Actuellement, un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme est en cours. Aujourd'hui, Omar a 62 ans. Je ne sais pas ce que la suite dira. Ce que je sais, c'est que cette affaire mérite qu'on continue à la regarder. Voilà, c'est tout pour cet épisode. L'article de fond, les sources et la chronologie complète sont sur le blog. Le lien est en description. Et si cet épisode t'a apporté quelque chose, partage-le. Le prochain épisode, on change de registre. Plus de condamnés qui clament son innocence. Cette fois, les coupables ont été identifiés, jugés et condamnés. Mais il manque quelque chose d'essentiel. Le corps. 4 procès, une décision après l'autre et une question que personne ne peut encore résoudre. Où est Fiona ? À très vite.